Je crois que c'est pour continuer, certains avaient peur de dire des poncifs, je commencerai par un poncif. Nous avons changé d'époque. Nous avons changé d'époque et finalement, on connaît mieux celle qu'on quitte, ces équilibres intellectuels, juridiques, constitutionnels, que celle dans laquelle nous rentrons. Et si je peux me permettre cette banalité, la division des pouvoirs, la séparation des pouvoirs n'était concevable que dans un pays profondément uni. Et à partir du moment où un facteur de division tout à fait insolite, terrifiant, arrive, tout l'équilibre institutionnel est perturbé. Finalement, d'ailleurs ça a été remarqué, je crois, par Terry Olson ou par Bernard Stearns, sous la guerre 14, on avait moins peur par certains côtés qu'en prenant le métro aujourd'hui. On avait peur pour les siens, mais on savait où était l'ennemi. Et je crois que le terrorisme, c'est une très grande incertitude sur le temps, sur l'espace, sur les autres qui nous entourent, parce que le pire peut arriver à tout moment, en tout lieu, n'importe où, et par n'importe qui. C'est une des difficultés, c'est bien cela qui est terrorisant. Alors, ça bouleverse notre équilibre dans le sens où tous nos contre-pouvoirs étaient pensés sur une sorte de triangle, un État, un pouvoir qui peut opprimer ses sujets, des sujets qui peuvent en pâtir et qui cherchent dans la loi un élément tiers, une garantie qui les protège. Aujourd'hui, nous avons des sujets apeurés, terrorisés, qui réclament de la part de l'État une protection essentielle et qui voient dans le droit un facteur d'insécurisation et qui peut compliquer cette protection. Donc le contexte a totalement changé parce que nous sommes en présence d'une violence hybride qui est à la fois une violence interne que nous connaissons ou que nous découvrons, mais qui est une violence de droit commun, à la fois un acte de guerre. Et c'est toute la difficulté et je le vois parce qu'on dit toujours le problème aujourd'hui, c'est d'équilibrer la sécurité et la liberté. Je voudrais compliquer un peu les choses. Nous sommes dans une situation paradoxale où en même temps les libertés individuelles augmentent dans notre pays, pour l'immense majorité, même dans des proportions qu'on n'avait jamais vues en termes de liberté morale, de liberté économique. Et en même temps, elles sont restreintes pour certains. Et je crois qu'on pourrait, c'est ce fameux modèle libéral autoritaire, pour dire que c'est précisément parce que les libertés augmentent que le besoin de sécurité augmente. Et donc, c'est plus compliqué. Ce n'est pas un dépérissement général des libertés. Alors, je voudrais, c'est ça que je trouve très intéressant dans vos réflexions, qui ont surtout porté sur le droit administratif, le droit public, je voudrais essayer de dépasser l'opposition un peu stérile entre le juge administratif et le juge judiciaire, où l'on cesse de chercher quel est le champion des protections des libertés, parce que je crois que ce qui se joue est différent. Et on l'a bien vu ce matin. Ce qui se joue, c'est dans le fond une transformation des modes d'intervention de l'État. Lorsqu'il y a une menace de nature stratégique comme l'est le terrorisme, qui est beaucoup plus qu'une menace à l'ordre public classique, eh bien, il faut des réponses de nature stratégique. Et je crois que, oui, effectivement, les différentes lois récentes contournent le juge judiciaire, mais c'est moins le juge judiciaire qu'elle cherche à contourner que le procès judiciaire, ce qui est complètement différent. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'on peut maintenir le JLD, comme c'est le cas de la dernière loi, mais qui va intervenir dans un sens, dans une, j'allais dire, quasiment hors procès. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un procès judiciaire? C'est une mise en scène rituelle, procédurale, de la répression qui restaure en quelque sorte le pouvoir symbolique de l'État. Mais la préoccupation dans la lutte antiterroriste, c'est pas de ne pas vouloir de contrôle, c'est de ne pas vouloir d'action en justice. C'est de ne pas vouloir de cette mise en scène si particulière du pouvoir de l'État. En fait, et c'est bien sorti des débats ce matin, l'action policière, l'action administrative accepte, et j'allais dire par certains côtés
a besoin d'un contrôle technique de la part du Conseil d'État et du juge administratif. Ça borne sa tâche et ça lui donne comment dirais-je, des termes de référence, on dirait, c'est-à-dire des bonnes pratiques, etc. Par contre, elle ne veut pas d'une action judiciaire qui est une autre chose, qui répond à une autre logique. Et alors, on l'a abordé d'ailleurs, ce matin en disant la grande difficulté qu'ont les juges et le droit et le juge pénal à qualifier un comportement. Et pour cause, parce que on a été, en tant que juge, magistrat judiciaire, on a été formé pour appliquer une loi a posteriori, une fois que le crime a été commis. Il est très difficile de retourner notre édifice législatif et l'action des juges pour réprimer des actes qui n'ont pas encore été commis. Alors on voit très bien d'ailleurs, mais c'est une tendance lourde, un droit pénal qui est un droit de plus en plus un droit du comportement, de l'intention, et moins un droit de l'acte, ce qui pose beaucoup de problèmes, mais ce qui pose des vrais problèmes. On n'est pas comme dans le contrôle des dissidents ou des monarchistes sous la République ou des républicains sous la monarchie, qui est finalement la référence qu'on a en tête. Et ce que cherche l'État, les différents États, me semble-t-il, on aurait pu parler des États-Unis et de l'Angleterre, c'est un cas tout à fait culturellement différent. Ce qu'elle cherche, c'est finalement à créer un doublage de l'action répressive, mais entièrement entre les mains de l'administration. Ce doublage, c'est renseignement, neutralisation. Et d'ailleurs, et parfois exécution. Personnellement, je trouve que la manière dont a été abattu, c'est les termes qui ont été employés, l'auteur de l'attentat de Marseille pour une attaque à l'arme blanche, c'est pas un comportement tout à fait familier pour un juge pénal et pour une action de la police tout court, de la police judiciaire, alors que c'est un acte de guerre, c'est une réponse guerrière à un acte qui était un acte de guerre. Alors, il me semble que dans ce qu'on voit se mettre en place, c'est des dispositifs dans lesquels il y a une sorte comment dirais-je, d'homologie, on dirait en termes un peu pédants, entre l'action qui doit contrer le terrorisme et le terrorisme lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une excroissance des fonctions d'intelligence, de services secrets, qui étaient en général destinés à combattre soit à porter l'action extérieure de la France en dehors de ses frontières, soit de contre-espionnage. Et on pourrait prendre d'ailleurs toutes les lois depuis 1986. C'est une introduction lente et continue et persistante de toutes les techniques de sonorisation, de repenti, etc., qui étaient des actions autrefois réservées à l'action externe de nos services secrets en direction de la population générale. Et donc, dans les interceptions de sécurité, il y a cette rupture de la réciprocité, et réciprocité qui passait d'ailleurs traditionnellement par le regard. Je vous rappelle que les gendarmes n'avaient pas le droit, jusqu'à une date récente, je crois, d'intervenir autrement qu'en uniforme, pour qu'on puisse voir où est la loi, qu'on puisse voir où sont les représentants de la loi. Alors, dans le fond, l'objectif, c'est un objectif de neutralisation, qui est la neutralisation soit par les assignations à résidence, qui est une sorte de prison domiciliaire en réalité. C'est une sorte de prison domiciliaire, de façon à ce que l'entièreté de l'action stratégique de l'État, nouvelle manière, soit entre les mains de l'administration et que le juge ne s'en mêle pas. Il ne s'en mêle pas parce que, en réalité, on ne sait pas exactement encore identifier l'acte terroriste. S'agit-il d'un défi stratégique? On a exactement le problème qu'on rencontre dans tout ce type de configuration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On peut on peut punir les personnes qui se sont déclarées prêtes à commettre un attentat. Qu'est-ce qu'on fait de la zone grise? C'était les camps de rétention administrative pendant la guerre d'Algérie. C'est l'arrêt Korematsu dans la jurisprudence américaine. C'est exactement la même chose. Et c'est ce que font les Israéliens aujourd'hui. Et c'est, entre parenthèses, ce qu'ils nous proposent.
en disant nous on sait faire, on sait faire de la rétention de garçons dangereux avec des systèmes d'early warning, etc. Eh bien faites la même chose, vous verrez, ça marche très bien. Alors ça pose un problème, et je conclurai là-dessus, peut-être une autre chose encore, c'est que cette question de la lutte antiterroriste, elle évolue dans la sphère de la raison instrumentale. Qu'est-ce qui marche? Plusieurs des questions que vous avez posées ce matin, mais est-ce que ça marche? Ce n'est pas la question d'un juge. Est-ce que ça marche? La question d'un juge, c'est de savoir est-ce que ça correspond à la loi, est-ce que ça correspond aux principes fondamentaux. Et quand on oppose la sécurité et la liberté, je suis toujours un petit peu réticent parce que c'est opposer quelque chose qui ressort d'une question de fait à une question de droit. Plus encore qu'à une question de droit, à un symbole. Notre difficulté aujourd'hui, c'est ça qui me rend un peu insatisfait quand je lis les débats auxquels j'adhère spontanément sur la protection des libertés et la défense des droits fondamentaux, c'est que, en fait, le véritable enjeu, c'est comment on resymbolise différemment l'espace public dans un contexte déterritorialisé, un contexte dans lequel les États reviennent, dans lequel les frontières reviennent, mais elles ne reviendront pas comme avant. On ne va pas désinventer Internet et on ne va pas non plus arrêter la circulation électronique ou le transport aérien. Je vois que des personnes qui viennent pour le cours d'après commencent à se présenter à la porte. Donc, je vais respecter le temps qui m'est imparti et je vous remercie.